Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Uméa. Aujourd'hui, on reçoit une athlète que vous connaissez déjà. On parle de Elissa Legault, une athlète québécoise, une marathonienne. Et en décembre dernier, Elissa, elle a fait tomber le record provincial vieux de 42 ans sur le marathon. Elle a effacé le record qui était détenu par Jacqueline Garreau depuis 1983. Qui avait le chrono à 2h29-28 secondes à Boston. Et là, Elissa, elle a descendu le record à 2h29-05 secondes, ce qui est 4 minutes de plus rapide que son dernier PB. Aujourd'hui, on va parler de cette phase-là. D'abord, ce que ça signifie pour elle devenir en fait la femme la plus rapide au Québec. Mais la dernière fois qu'elle est venue au balado, Elissa, elle parlait de cette transition-là depuis sa fracture de stress, le RED, l'impact de tout ça sur son cycle menstruel également. Donc aujourd'hui au balado avec Elissa, on vient vraiment parler d'à quel point ce qu'elle a vécu, cette phase un petit peu plus difficile, ça a été quoi les conclusions positives qu'elle en a ressorties? Ça a été quoi les apprentissages qu'elle a fait? Comment son corps s'est mis finalement à travailler avec elle dans le même sens de l'atteinte de ses objectifs? Donc, c'est un épisode où est-ce qu'on vient parler un petit peu plus du volet positif d'avoir passé à travers avoir un plan alimentaire qui demandait de consommer vraiment plus de nourriture, un corps qui change, une réalité au niveau des entraînements qui évoluait étant donné l'apparence de son cycle menstruel à ce stade-là. Donc, personnellement, c'est un épisode qui m'a touchée beaucoup parce que je suis moi-même dans cette phase-là, si on peut dire. J'ai reçu un diagnostic récemment d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, si je peux dire le terme plus scientifique. Donc, du fait que j'ai perdu mes règles, moi aussi, en raison de l'entraînement, que dans ce contexte-là, je suis moi-même en processus de tenter de les retrouver, de m'alimenter beaucoup plus, d'adapter aussi mon entraînement en fonction d'eux. Puis ça amène son lot de questionnements parce que je vois mon corps changer, je vois mon corps évoluer, je me pose des questions, j'ai des doutes dans ma tête, puis je sais que je suis pas la seule à vivre ça. Puis Elissa, elle est passée au travers de tout ce processus-là, puis elle nous explique à quel point, oui, ça a été difficile, mais à quel point elle est reconnaissante de ce processus-là, puis comment que finalement, ça l'avait forgée à devenir l'athlète qui a aujourd'hui l'athlète qui a aujourd'hui fracassé le record du Québec sur marathon et qui est maintenant la femme la plus rapide au Québec sur marathon. Donc, j'ai eu des larmes durant cet épisode et c'est juste pour vous dire à quel point ça m'a touchée beaucoup. Donc, j'arrête de parler puis je vous laisse l'écouter. Bonne écoute! Là, on est ensemble. Elissa, tu reviens sur le balado Uméa. Ce qui est drôle comme contexte, c'est que tu es déjà venue sur le balado Uméa. Oui. Puis, tu reviens après le marathon de Valence. Oui. Puis tu as réalisé quelque chose de vraiment grand au Marathon de Valence. Puis on en avait parlé justement dans ta préparation pour. Donc, les gens sur le balado te connaissent déjà bien. Est-ce que tu peux nous... d'abord, félicitations. Merci. C'est incroyable. Comment tu te sens après ce grand record québécois? Je vais vouloir que tu nous expliques tout en profondeur. Je me sens bien, je suis heureuse. Mais je réalise aussi que je suis le genre de personne, puis c'est un peu pour ça que ma fracture de stress, puis tout ce qui était relié à l'épisode de Reds que j'ai vécu m'a autant, puis ça doit affecter autant de gens que moi, mais c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le quotidien d'entraînement, beaucoup plus que nécessairement performer le jour J. Je pense que je réalise pas encore ce que j'ai accompli à Valence, mais je réalise aussi que c'est... Tu sais, des performances comme ça reste sur un nuage quelques jours, une semaine, 2 semaines. Mais de mon côté, après, on dirait que ça s'estompe. Puis, je retourne dans mon quotidien d'entraînement. Puis, je suis complètement comblée avec ça. Donc,
c'est ça, je suis comme motivée par mon quotidien plus que par, mettons, une performance en soi. Puis au final, ça reste quelque chose que je suis très fière, mais aussi surtout de comment j'y suis arrivée, puis que de l'avoir fait comme on avait discuté en santé, avec mes menstruations qui étaient revenues et tout, c'est quelque chose que je suis encore plus fière que avoir fait, mettons, mon sub 2h30 puis le record du Québec. Là. C'est fou, là. Fait que là, t'as fait sub 2h30, record du Québec, puis le record du Québec, il tenait depuis combien de temps? C'était 40 ans. C'est incroyable. Puis tu dis que ça s'estompe après quelques jours? Ben oui et non. T'sais, c'est par vague. De mon côté, si j'étais isolée dans ma petite bulle, ça serait quelques jours. Mais c'est sûr que je suis partie au Sri Lanka avec mon copain. J'ai eu plusieurs entrevues à distance, radio, podcast, journal, etc. que j'ai fait là-bas. Ensuite, après peut-être une semaine ou deux, ça s'est comme calmé. Puis là, j'avais d'autres entrevues qui étaient prévues à mon retour. Fait que c'est comme, on dirait que c'est plus l'attention publique que j'ai reçue autour de ça que moi en soi. À certains moments au Sri Lanka, je me rappelle que j'étais par exemple dans un transport de 4 heures, puis j'avais juste mes écouteurs, j'écoutais de la musique, puis je repensais des fois à ma course. Puis là, c'est là que j'avais des petits comme « Ah, t'as fait le record. » Tu réalisais. Ouais. Mais sinon, tu sais, c'est ça, c'est... On dirait que c'est... Je sais pas comment l'expliquer. Je le réalise, mais je pense que je le réalise pas non plus à 100%. Pour une athlète, le mettons que tu te mets... Genre, qu'on prend un peu... Tu prends un peu de recul, là, mais c'est quoi que ça veut dire pour toi en tant qu'athlète d'avoir rétabli ce record-là? Ben, je pense que... Tu sais, ça montre aussi que le travail que je fais avec mon nouvel entraîneur depuis un peu plus qu'un an fonctionne. Ça montre aussi que si on met du temps, de la passion, puis qu'on est aussi à l'écoute de notre corps puis ce qu'on a besoin, bien, on peut arriver à faire de grandes choses aussi. Puis, tu sais, je pense que quand quelqu'un me dit « T'as fait le record du Québec », ça résonne en moi, mais pas autant que quelqu'un qui me dit « T'es la femme la plus rapide au Québec ». On dirait que ça vient me chercher, puis je suis comme « Ah, c'est quand même quelque chose ». Puis c'est ça, c'est fou. C'est vrai que quand tu le nommes comme ça, c'est incroyable. Ouais. Puis, OK, ramène-nous un peu dans ton build-up vers le marathon de Valence. C'est un objectif que tu t'étais mis quand même assez tôt dans la saison quand tu savais que c'était ça l'objectif A. Puis est-ce que tu savais que tu y allais pour le record du Québec? J'y allais pas pour le record du Québec. Quand on s'est parlé, là, je pense que c'était en septembre qu'on a enregistré le premier épisode, je commençais tout juste mon build-up. Puis à ce moment-là, j'avais mon tendon d'Achille qui me dérangeait un peu. Là. Je me rappelle, j'étais venue ici, puis je marchais, puis je le sentais quand même beaucoup. Fait que je savais même pas à ce moment-là si j'allais être capable de me rendre jusqu'à Valence ou si j'allais devoir prendre un peu de repos puis avoir un build-up différent et non parfait, entre guillemets. Mais quand j'ai commencé mon build-up, j'ai dit à mon entraîneur, je veux m'entraîner sur des bases de 2h30. OK. Après, on allait voir si ça tenait, s'il fallait ajuster et tout, mais je voulais essayer de le faire. Puis, finalement, le build-up au complet, les entraînements, j'ai réussi à les faire sur ces bases-là, des fois même un peu plus vite. Fait que ça m'a mis en confiance, mais aussi, dans le build-up, j'ai fait un demi à Toronto, puis j'avais été malade comme 10 jours avant. Puis quand j'ai pris le départ, je sentais que j'étais peut-être encore un petit peu malade ou des petites séquelles. Puis il y avait beaucoup de vent cette journée-là. Bref, ça l'a donné 1h14-15. Fait que si on fait le calcul, ça donne pas confiance pour courir en bas de 2h30 ce temps-là à 6 ou 7 semaines du marathon. Là. Ça prendrait quel temps sur un demi, mettons, pour savoir... ça t'aurait pris quel temps sur un demi pour te mettre en confiance? Ben, c'est dur à dire, mais... C'est parce que 1h14-15, si tu le multiplies par 2, t'es à 2h28-30. Mais ça reste un full versus un half. Là. Ouais. Il y a juste 30 secondes de différence entre les deux. Fait que, tu sais, la règle de pouce, des fois, on va dire, bon, ben, fois 2 plus comme 7-8 minutes, ça peut donner une idée. Mais encore là, tu sais, ça dépend. Est-ce que tu t'es préparé également pour les deux distances? Est-ce que, après, il y a les forces de chacun, l'endurance versus un petit peu plus de vitesse sur le demi, etc. Fait que ça dépend, mais je pense qu'il aurait fallu que je cours en bas de au moins 1h13 pour peut-être y penser. Puis encore là, j'avais eu le magazine K-Mag qui m'avait approché. Puis elle avait aussi approché Marc-Antoine Selleville, que lui avait comme
énoncé haut et fort qu'il allait essayer de battre le record du Québec parce que Thomas Fafard avait lui aussi annoncé qu'il faisait son début au marathon. Puis il y a quand même un profil qui allait... Ah oui, OK. T'en entendu parler. Ouais. Ben c'est ça, Marc-Antoine Saint-Louis s'est dit avant Thomas faisait... C'est vrai, il a dit avant que Thomas Fafard aille le faire, moi je vais aller le faire. Ouais. Il a pas réussi. Non, mais je pense que, tu sais, comme je veux pas parler pour lui, je pense que il estimait ses chances à je sais pas quel pourcentage, mais il savait que c'était une grosse commande, puis il savait aussi qu'il fallait vraiment qu'il y ait une journée exceptionnelle pour y arriver. Mais il considérait pas que c'était impossible non plus. Puis c'est tout à son honneur de l'avoir essayé. Je pense, pour l'avoir côtoyé après la course, je pense qu'il y a eu une journée vraiment difficile au moment que il a vu que ça fonctionnait pas, puis qu'il a dû ralentir. Je pense que là, il a vraiment souffert. Mais il s'est rendu jusqu'au bout quand même. Puis tu sais, il a fait, je crois, 2h20, ce qui est vraiment pas... très respectable. Très bon dans le contexte qu'il a cassé complètement. Là. Le record québécois, c'est quoi? Avant Thomas, c'était 2h14, je sais pas les secondes. Là. Puis là, Thomas a fait 2h10, 30, je pense. C'est ce qui est pas rien, là. Mais 2h20 quand même, en ayant cassé, c'est assez exceptionnel. Là. Puis honnêtement, tu sais, qui ne le laissait pas ne réussira jamais. Donc, tout à fait à son honneur. Là, honnêtement, je suis pour dire des grandes choses puis faire tout en son pouvoir pour que ça se réalise là, au final. Ouais, tu sais jamais. Puis tu sais jamais la journée que tu vas avoir. Moi, la première pour l'avoir vécu, la journée que j'ai eue, j'aurais jamais cru qu'elle était possible, en fait. Là, fait que... C'est ça, t'as vécu la journée parfaite à Valence? Oui, 100%. J'ai rien. Il n'y a rien qui n'a pas marché. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien de négatif que j'ai à dire. Il n'y a rien que je peux dire, hey, ça, c'était moins bon ou ça. Tout se passait comme j'aurais pu le rêver. Là. Genre, mettons, tu nous take over ta journée, ta course, puis le matin, tu te réveilles, t'es à Valence. Ouais. Comment ça s'est passé? Ben d'abord, j'ai dormi 7 heures de suite, ce qui n'arrive pas tout le temps avant une course. Souvent, on dort pas bien, c'est reconnu, tu vas te réveiller souvent, tu as de la misère à t'endormir, etc. Moi, je me suis couchée, je me suis endormie, puis je me suis réveillée avec mon alarme le lendemain matin, 7 heures plus tard, puis je me sentais reposée. Fait que c'est quand même positif, mais je dis pas que ça prend ça pour faire une très bonne course parce que j'ai vécu d'autres courses où j'avais mal dormi, puis ça le fait. Mais déjà, ça part bien, je trouve. Puis, quelques jours avant aussi, j'avais dit à ma préparatrice mentale puis à mon copain, c'est les deux seules personnes que je me suis permis de leur dire que je sentais que j'allais avoir une bonne journée, qu'il allait avoir quelque chose. On dirait que au fond de moi, je le savais, mais je n'étais pas capable de dire non plus, de le définir c'était quoi, mettons. Ça aurait pu être d'autres choses parce qu'au final, avec mon entraîneur, on avait fait un plan de course, puis le plan de pacing nous ramenait autour de 2:31:30. Là, donc, on l'avait pas nécessairement prévu non plus. On voulait plus y aller pour un bon PB, mon ancien temps était 2h33:27. Fait qu'on se disait, on veut y aller pour un bon PB, puis on veut pas essayer d'être trop gourmand non plus, puis de, justement, un peu au cas où ça casse. C'est ça. Ouais. On voulait juste parce que j'ai eu un été difficile avec les entraînements sur piste puis les compétitions sur piste. Fait que là, c'était de reprendre un peu confiance aussi que ce qu'on faisait fonctionnait. Puis... On en reparlera, ton été plus difficile aussi. Ça fait partie des sujets qu'on voulait parler aujourd'hui. Là. Oui. Mais OK, puis le plan initial, ça veut dire pour 2:30, 2:31, c'était quoi en termes de pacing? 2h30 pile, c'est 3:33 10 kilos. OK. Fait que 2h31:30, la stratégie voulait que je commence autour de 3:37, 3:36 pour les 21 premiers kilomètres. Puis ensuite, j'allais plus me positionner sur du 3:35, puis essayer d'aller chercher peut-être du 3:34, 3:33 vers la fin. OK. Quand je regardais ce plan-là, je disais, il faut vraiment que j'ai une bonne journée pour accomplir ça parce que ça me fait tellement rapide. Là. Mais je peux même pas commenter. Je suis même pas capable de faire ça pendant comme 30 secondes dans mes intervalles. C'est incroyable. Là. Wow. C'est ça. Des fois, même moi, en ce moment, ça arrive à tout le monde. Là. Tu te prépares un marathon, tu as ton objectif de pace, puis tout le long de la préparation, tu te dis comment je vais tenir ça 42 km, puis le jour J, ça finit par opérer, puis t'es comme, c'est la magie du marathon. C'est quoi cette magie-là? Genre, je comprends pas. Mais justement, quand tu fais nous décrire toute ta journée, peut-être qu'on va la comprendre un peu plus, mais ouais. Ben, je pense que c'est d'abord de comprendre que la préparation d'un marathon, ça repose pas sur un entraînement, donc c'est correct d'en avoir qui fonctionnent pas aussi. C'est aussi le carb load, c'est aussi la foule, c'est aussi le repos que tu as pris en taper, puis comme un mix de comme toute ta préparation qui s'accumule. Fait que je pense que c'est vraiment un mélange de plein d'affaires qui donne comme
journée magique, là, mettons. Là. Valence aussi, c'est un endroit quand même spécial pour toi parce que tu avais fait le record du Québec sur le demi-marathon en 2022. Oui. C'est hot, là. Ouais. Est-ce que tu l'avais en tête aussi, ce moment-là? T'avais-tu comme des flashbacks de Valence, à quel point ça avait été important pour toi ou pas nécessairement? J'ai des flashbacks, des fois, de comme la semaine que j'ai vécue avant le demi, à quel point, à ce moment-là aussi, on dirait que la ville me fait sentir bien. J'allais dans des petits cafés, je lisais un livre, j'allais sur le bord de la plage. Puis je me rappelle, toute la semaine, j'avais été super paisible. Puis ça a été la même chose avant le marathon. Je me sentais juste bien. J'essayais pas de dire « il faut vraiment que je cours ce chrono-là, ce pace-là, il faut vraiment que je fasse ça ». Je me disais juste « le travail est fait, puis voyons ce que ça va donner ». Est-ce que tu gères vraiment bien la pression? Ça dépend. Parce qu'on dirait que ça doit être quand même difficile d'en avoir... Tu sais, ton nom est quand même connu là, sur marathon, sur demi aussi. Tu te présentes sur une ligne de départ. Tu as les attentes du Québec un peu sur toi. Du Canada même, on peut dire. Mm-hmm. Tu as des partenaires, mais j'imagine que c'est pas les partenaires qui mettent le plus de pression. Là. J'imagine que c'est pour la personne que tu es qui te supporte. Mais ouais, comment tu gères la pression quand tu sais que c'est comme ta A-game puis tu l'as dit out there, c'est là que ça se passe, mettons? Ben c'est ça. On dirait que justement, avec K-Mag, l'entrevue, j'avais un peu joué le jeu de répondre aux questions et tout, mais j'étais même pas moi-même. C'était même pas nécessairement mon objectif moi-même d'aller en bas de 2h30, de faire le record. Puis la preuve étant qu'avec mon entraîneur, on avait fait une stratégie de pacing sur du 2h31-30. Donc, j'avais joué le jeu, mais ça m'a mis extrêmement, pas inconfortable, mais ça a rajouté de la pression inutile dans le sens que j'énonçais haut et fort à, mettons, 1 semaine et demie de la course que, bon, ben je considérais que le record du Québec était possible, puis que c'est ça, que je pouvais essayer de le battre, en fait. Donc, c'est sûr que je trouve ça dur à gérer parce que, puis en même temps, c'est ce qu'on travaille avec ma préparatrice mentale, c'est de se dire, oui, tu as le regard des gens du Québec, de la communauté de course qui peuvent te regarder, mais en même temps, ils n'ont pas juste ça à faire non plus, dans le sens que, comme, je veux dire, des fois, on s'imagine des trucs, puis au final, comme, les gens vont être contents pour toi si tu fais une bonne course, puis si t'en fais pas une bonne, bon, ben la journée même, tout le monde va être capable de dire, bon, ben Elissa, elle a pas eu une bonne journée, point final. C'est pas genre, Elissa est pas bonne ou Elissa, peu importe. C'est vrai. Donc, c'est essayer de relativiser puis de se rappeler aussi que je le fais pas pour toutes les autres personnes, mais plus pour moi-même, puis le plaisir que j'ai à l'entraînement, puis ensuite d'accomplir, comme de concrétiser, en fait, les entraînements que j'ai faits. Oui. C'est drôle parce que ça me fait vraiment penser... Souvent, genre, on fait des choses puis on pense que les gens vont nous regarder, vont nous critiquer, mais tout le monde est en train de se regarder soi-même. Oui. Tout le monde est en train de se regarder le nombril puis de se questionner sur ce que les autres vont penser de soi. Oui. On est tous un peu égocentriques, là, si on peut dire. Fait qu'au final, on est mieux de faire de quoi, de le faire peut-être pas correct, tant que c'est pas des mauvaises choses, mais tu sais, de l'essayer. Puis à la limite, ça va être du vent pour la majorité des gens. Là. Ceux qui critiqueront ou qui seront déçus, ben, ce sera leur problème. Là. Voilà. Ça sera leur truc. Là. Ouais. Mais, OK, ouais. Mais c'est vrai, c'est bon. Puis ta préparatrice, ça t'aide beaucoup, j'imagine. Comment c'est avoir une préparatrice mentale? Ben, en fait, de mon côté, c'est plus comme... C'est quasiment devenu une amie, puis c'est vraiment plus... C'est elle que je permets quasiment le plus, mettons, à part mon copain, puis mettons, mes parents, ma soeur, de vraiment être 100% honnête avec elle, puis dire « Hey, j'ai peur que les gens me jugent si je fais pas une bonne course, ou j'ai peur de telle affaire. » Ou puis je la laisse vraiment rentrer dans mes pensées, puis après, c'est elle, avec elle, que on va venir jouer un peu, trouver des stratégies, ou tu sais, à l'entraînement... On a beaucoup... Puis ça m'a vraiment aidé le jour de Valence, mais de gérer les doutes qui peuvent rentrer quand ils rentrent, mettons, quand ça devient difficile, puis des trucs comme ça. On dit, OK, bon, mais ça, c'est arrivé à l'entraînement aujourd'hui. Je trouve que c'était pas bien ou ça me nuit. Comment je peux faire mieux la prochaine fois? Puis on le pratique avant la course pour être capable d'avoir les bons outils le jour J. Là. C'est vraiment bon, là. Puis c'est quoi, justement, bon, là, ça nous ramène à ta course de Valence, parce que j'ai fait des petites parenthèses, mais justement, quand tu te lances sur le... Ben, en fait, après tu te réveilles, là, genre, t'as dormi super bien. Continue, raconte-nous. Ben, tu sais, je pense que le plus important aussi, c'est de faire une routine.
puis de la pratiquer à l'entraînement. Puis j'avais déjà entendu en podcast, il y a 2 jumelles, je pense qu'ils sont en Ontario. Les sœurs, je suis pas capable de dire leur nom de famille, là, c'est pas québécois, c'est pas anglais non plus, là, c'est comme un autre nom. Mais ces filles-là, à chaque fois qu'ils font un workout, elles vont se maquiller puis faire toute leur routine pour se pratiquer, pour que le jour d'une compétition, ça soit tellement ancré puis qu'elles sortent pas de leur normalité puis que ça devienne pas stressant, mettons, se préparer pour leur course. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait. T'sais, je savais ce que je mangeais, combien de temps d'avance, puis j'ai vraiment gardé ça comme je l'avais pratiqué tout l'automne. Donc, je me sentais un petit peu comme un genre de robot. Mon linge était prêt, puis tout était prêt, fait que je réfléchissais pas. Puis, je me réveillais tranquillement. Puis, en fait, Valence, ce qui est cool pour les... Moi, j'étais sub-élite, en fait, à cette course-là. Donc, mon dossard a été fourni par la course, mais j'avais pas accès aux bouteilles comme d'habitude j'ai accès. Donc, c'était déstabilisant, mais je l'ai pratiqué à l'entraînement de garder mes gels sur moi. Puis, Valence, pour tous les coureurs, amateurs, élites, etc., ils donnent des petites bouteilles de 250 ml sur le parcours, des bouteilles d'eau. Fait que je trouve que c'est vraiment plus facile à boire de l'eau que les cups que la moitié sort quand tu le prends. Donc, tu es capable de refermer la bouteille au besoin ou... Donc, ça me stressait pas. J'avais juste à amener mes gels sur moi, puis le reste était correct. Okay. Mais j'avais accès à la zone d'échauffement élite-sub-élite, qui est comme dans un genre de gros stationnement souterrain. T'arrives là, puis tu vois tous les gros noms, là. Je sais pas, Emma Bates, qui est comme une Américaine. Elle était là, Kira D'Amato. En tout cas, j'ai vu comme... Je connais pas tous, mais... C'est des gros noms, puis tu sais, j'ai vu toutes les personnes hautes, mettons, dans le monde du marathon. Fait que t'arrives là, puis c'est un peu impressionnant. T'aurais genre demandé un autographe dans d'autres circonstances, mais là, tu cours avec eux. C'est comme, OK, oui, c'est ça. On est sur la même ligne de départ. Ouais. Puis, on a comme plein de petits cubicules. Fait que là, avec justement Marc-Antoine Senneville, puis Jonathan Tédéchi, qui est un autre Québécois, il est dans mon groupe d'entraînement. Il faisait son premier marathon, en fait. On s'est retrouvés là-bas, puis on s'est échauffés ensemble, puis on dirait que c'était juste plaisant. Les gars étaient pas stressés, ils mettaient pas de pression, puis moi non plus, je le ressentais pas non plus. Fait qu'on s'est chauffé dans le stationnement souterrain, on parlait, on riait, puis on dirait pas qu'on allait faire une course, c'était plus comme on se prépare pour un entraînement, mettons. Wow, c'est fou, là. Ouais. Fait qu'eux, ils ont beaucoup contribué à mon mental pré-course parce que des fois, quand t'es avec des gens puis qu'ils vont se mettre à stresser, ça te crée du stress. Ben eux, c'était l'inverse. Fait que ça a beaucoup aidé à dédramatiser le fait qu'on allait courir une course, là. Ta famille puis ton copain, ils étaient avec toi? Juste mon copain. OK. Ouais. Ça, je veux dire, il comprend aussi ta réalité. Lui aussi, c'est un athlète. Oui. J'imagine qu'il sait comment bien t'aider à te supporter, du moins, là. Ouais. Être là. Oui. Sans être trop là pour pas te supporter, te laisser l'espace. Ouais. Oui, ben vraiment, puis on en discute, puis il est bon aussi, il veut toujours faire mieux, mettons. Puis au demi à Toronto, dans le build-up, à chaque course presque que j'ai fait, il a réussi à me suivre sur le parcours. Il prend un vélo quelconque. Là, à Valence, il a loué un vélo de ville. Là. Mais à Toronto, on avait eu un vélo Airbnb, puis il m'avait suivi tout le long de la course. Puis c'est quelqu'un qui est très expressif, mettons, puis il m'avait encouragé toute la course. Puis autant que c'est bien, puis c'est le fun, que je lui avais dit après coup, j'ai senti que j'ai pas été capable de rentrer dans ma bulle. Ah ouais. Parce que je l'entendais tout le temps me parler. Fait qu'on dirait que j'essayais tout le temps d'écouter ce qu'il me disait, puis il me donnait des conseils aussi. Tu sais, lui, il sait comment ça fonctionne. Il dit, hey, reste collé sur cette personne-là, laisse-la pas partir. Puis tu sais, il essaie de comme m'encourager. Fait que je lui avais dit, j'aimerais ça pour le marathon. T'sais, en plus, d'autant plus que le marathon, c'est 2 fois plus long. J'ai dit, j'aimerais ça que le marathon, pour les 30 premiers kilomètres, ça va me réconforter de savoir que tu es là, pas loin, de te voir, que tu me suis. Tu peux m'encourager par petits moments, mais pas tout le long du marathon. Je dis, les 30 premiers, laisse-moi plus être dans ma bulle, puis je sais qu'à partir de 30, ça va être plus difficile, puis là, je vais avoir besoin de tes encouragements. C'est bon, ça. Fait que, tu sais, on en parle, puis il me demande ce que je veux. J'imagine tellement ton chum, genre, let's go, Lisa, let's go, attrape-le. Puis là, toi, t'es comme, genre, j'ai pas l'énergie de te dire juste, genre, chut. Non, mais je pense pas que c'est de même, mais je comprends vraiment, vraiment. Puis c'est important, cette communication-là, parce que, je veux dire, on est tous différents.
Puis que tu sois capable de te connaître assez bien pour savoir à quel moment tu vas avoir besoin de lui, puis à quel niveau aussi. Ouais. C'est quand même bon, là. Oui, c'est ça. Puis honnêtement, ce qu'il a fait à Valence, c'était exactement ce que j'avais besoin. Fait que là, c'est quoi qu'il a fait exactement? Ben, c'est ça. Il y avait son petit vélo, genre Bixi de Valence, là. Puis pour vrai, la densité de coureurs à Valence, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est ça que j'ai cru. Je pense que tu l'as écrit dans un post ou Ouais. je sais pas trop, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. T'es entouré de gens. De mon côté, pour du 2h29, j'ai eu des gens qui m'entouraient jusqu'à 25 km minimum. Là. Comment tu fais pour pas te péter la gueule? Faut que tu te positionnes aux bons endroits, puis on dirait que ça se fait quand même fluide. Là. Tu sais, ça a l'air impressionnant, c'est impressionnant, mais on dirait que j'ai jamais senti que c'était trop. En fait, on dirait juste une grosse vague qui te porte vers l'avant puis qui te permet de courir vite. Là. Okay. Pour moi, ça a été une expérience positive. Okay. La seule chose qui est plus tricky, c'est quand tu arrives aux stations d'eau. Dans les premières stations d'eau, on dirait que tout le monde, ben là, il y a plus de gens. Fait qu'il faut que tu essaies de trouver ta place, puis tout le monde se tasse sur les côtés pour essayer d'aller chercher de l'eau. Fait que ça, des fois, ça crée des petites situations, mais sinon, le reste du parcours, c'est vraiment correct. OK, super. Mais là, lui, c'est ça, il y avait un chandail flash, puis je me rappelle, parce qu'il m'a pas vu au départ, mettons, là, puis il venait me rejoindre dans le premier kilomètre. Puis je me rappelle, moi, je l'ai vu avant qu'il me voie. Fait que j'ai comme levé mon bras pour qu'il me repère dans la foule parce qu'il y a trop de monde. Là. C'était impossible qu'il me trouve à ce moment-là. Fou. Je suis petite, puis je suis entourée de gars surtout. Fait que à ce moment-là, il m'a vu. Puis là, à partir de là, il était capable de garder un œil sur moi puis de me suivre tout le long du parcours. En vélo. Il était capable de suivre. En Bixi, il y en avait-tu beaucoup des vélos qui faisaient ça? Un peu, mais pour vrai, il est bon. Là, il a fait 42 km de vélo cette journée-là à me suivre dans la ville. Là. Puis pas à petite vitesse quand même, avec un Bixi, c'est quand même c'est quand même du sport. Là. Lui aussi, il a fait un marathon. Là. Oui, il envoyait des vocales à mon entraîneur, puis des fois, on l'entendait un peu souffler. Il avait comme dû accélérer parce qu'il avait dû arrêter à un coin de rue, des trucs comme ça. Fait que tu sentais qu'il travaillait quand même fort pour me suivre. Wow, c'est excellent. Puis là, après ça, la nutrition, tes pensées, les gens autour de toi, c'est comment? Ben, mes pensées ont été très positives, mais en même temps, j'avais de la misère à me faire confiance parce qu'on dirait quand je mettais le pace que je voyais sur ma montre versus comment je me sentais, ça me faisait peur parce que j'étais comme, hey, t'es trop vite. T'es plus vite que le pace prévu avec ton entraîneur. Mais en même temps, ça va tellement bien. Est-ce que ça pourrait te nuire plus tard? Tu sais, je savais qu'au début, c'est censé être facile, fait que c'était normal. Mais en même temps, j'étais comme, est-ce que ça va finir par te rattraper? J'essayais de me faire confiance. Là, t'étais à quel pace, mettons, quand t'as commencé à courir? Mon premier parce que je lappe toujours, mais au marathon, je fais toujours des blocs de 5 km sur ma montre. Fait que quand je vois le panneau de 5 km sur le parcours, comme ça, je suis sûre, en fait, que je reste avec les bornes de parcours et non le GPS de ma montre. J'avais une moyenne de 3,34 pour mon premier 5. Puis ça a juste été en progressif. Là. C'est fou. Fait que t'as fait un négatif sub. Ouais. Premier demi, une 15,05. Puis le deuxième, une 14 flat. Ouais. Wow. Ouais. Genre des chills. J'aimerais ça être dans ton corps pour courir ça, pour voir ce que c'est de courir ça. Comment tu te sens dans ton corps à ce pace-là? Genre, tu te sens en contrôle? Ben, à l'entraînement, c'est plus challengeant, pour être honnête. Puis cette journée-là, c'est pour ça que je comprenais pas ce qui se passait. Honnêtement, au début, là, les premiers 15-20 km, c'était le même feeling que mettons, à un moment donné, j'ai fait une longue en entraînement avec Charles Castonguay. Puis on avait fait un échauffement. Puis après, on avait l'entraînement, c'était 30 km. Puis on avait fait une moyenne de 3,55. Puis j'avais le feeling que j'étais à cette pace-là, mais un bon 20 secondes plus vite par kilo. Tu sais, c'est comme ça filait un peu plus comme tempo facile. Ça, c'est un training que Charles avait trouvé vraiment dur, hein, ça se me dit. J'ai entendu parler de ce training-là sur le balado de Upica, shout-out à PH, puis qui est nice. C'est ça. Charles, il disait, ouais, clairement, Elissa est vraiment en forme en ce moment, mais pas parce que lui, il était pas en forme, mais il était juste comme, j'avais de la misère à m'accrocher. Il disait, Elissa est clairement meilleure shape que moi, ou quelque chose comme ça, là. Fait que là, toi, tu dis gentiment que tu sentais comme ce training facile là que tu avais fait, mais 20 secondes
plus rapide par kilo. C'était comme le même feeling que quand j'allais à 3,55 du kilo cette journée-là. C'était voulu être un effort contrôlé, mettons, mais c'était vraiment ça le feeling. Puis même plus facile au début, puis là, plus ça avançait, plus ça restait très contrôlé. Wow. À 21 km, je venais de faire 1h15, 0,5, puis là, j'étais comme, c'était pas dur, là. OK. Mais c'était mon objectif en même temps. Je voulais passer le demi puis me dire, ça file quasiment trop facile. Sauf que tu le faisais beaucoup plus rapide que ce qui était prévu. Ouais. Une bonne minute plus vite que ce que j'étais prévu, ouais. OK, fait que là, c'est méga encourageant. Fait que là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, je continue d'accélérer ou je continue de me laisser porter puis on verra quelle pace ça me donne, mettons? Ben, là, tu sais, une 15,05, étant comptable puis tout, ben là, c'est facile aussi à calculer, mais j'étais comme, tu fais le double puis t'es tout juste sur 2h30, là. Mm-hmm. Puis là, comment je me sentais, puis j'avais fait mes splits puis je me disais, je sens que je pourrais refaire ces mêmes splits-là puis même un peu plus vite pour être en bas de 2h30. Puis c'est là la première fois que le record du Québec est vraiment venu dans ma tête. Puis j'ai dit, mais je peux. Là, j'ai dit, le record du Québec, là, il va falloir que je fasse une 14, quelque chose au deuxième demi. C'est là que j'ai fait comme, je suis pas sûre, mais voyons. Tu sais, comme, voyons qu'est-ce qui va arriver. Puis Marc-Antoine Senneville, avant le départ, lui, avait un peu plus analysé la direction des vents, etc. Puis il nous avait dit, si il y a une place où vous voulez être caché, c'est entre le kilomètre 21 à 27, c'est là qu'il va y avoir un segment de vent de face. Il n'y en avait pas beaucoup, mais assez pour sauver ton énergie. Ouais. Puis là, dans le fond, à ce moment-là, il y a un gars qui a commencé à remonter le gros peloton où j'étais. Puis j'ai comme eu un feeling, lui, j'ai envie de le suivre. Puis il avait pas full accéléré, c'était comme 1 seconde par kilo, là. Mais j'ai dit, OK, je me mets derrière lui. Mais après, comme 23-24, comme 2-3 kilomètres plus loin, en fait, tout d'un coup, il a comme décéléré. Okay. J'ai dit, merde. Mais je dis, moi, ça te va trop bien. Je continue au pace qui m'a amené là. Puis j'ai dit, voyons qui je vais trouver pour me cacher, puis tout. Finalement, il y a un autre gars, justement, que j'ai trouvé. Tu sais, il y a tellement de monde que... Est-ce que vous le dites dans ce temps-là? Genre, fais-tu un signe que tu veux embarquer avec lui? Non. Comment? Non. C'est juste, je me mets derrière, puis il comprend que je suis là. Souvent, la plupart des gars sont quasiment fiers ou contents d'aider les filles. Okay. Puis sinon, moi, ça me ferait plaisir de travailler. Mettons qu'on serait juste deux, ça me ferait plaisir de travailler avec l'autre personne pour qu'on aille le plus vite possible les deux. Okay. Mais dans ce gros peloton-là, souvent, tu fais juste te cacher, puis au final, des fois, c'est quasiment une ligne qui s'étirait, puis Mais mettons, si une fille venait se mettre derrière toi, là, ouais. Genre, serais-tu comme... Hey, on va se relayer, ma belle. Ça, genre? oui. OK, oui. parfait. Ouais. C'est le genre de choses que je comprends pas de... c'est comme trop à haut niveau pour moi, là. C'est comme trop niveau élite. Fait que je pose des questions comme très naïvement, là. Mais j'imagine, moi aussi, si j'étais un gars puis j'avais Elissa Legault derrière moi, je serais genre, aïe, regardez là. OK, cool. Mais les gars sont fins d'habitude, puis ils veulent t'aider, puis ils sont comme, OK, mets-toi derrière, puis on y va. À Toronto, il y avait un gars qui avait essayé de me tirer, puis il m'encourageait, puis fait que non, c'est cool, là, pour vrai. OK. Ouais. Puis là, je le savais, je m'étais dit dans ma tête, je voulais faire un effort progressif, puis je m'étais dit, à partir de 30 km, je m'attendais à ce que ça devienne difficile, puis je voulais être prête à gérer cet effort-là. Ça a commencé à être difficile peut-être à 28. Mon copain l'a senti parce que avant ça, mettons, j'étais capable d'y parler, j'ai envoyé des signes, des babayes, des affaires de même. À 28 km, j'étais plus focus, puis je regardais devant, puis il y avait comme plus de signal entre nous deux, là. C'est sûr. Mais pour vrai, il faut tellement que tu sois focus, genre juste à bouger la tête, mettons, ça doit être c'est un effort, oui. là. Ouais. Puis avant ça, t'étais capable de lui parler puis de lui envoyer des petits signaux puis tout, là? Oui, à un certain moment, parce qu'à un moment donné, je savais que j'étais trop vite, puis je savais qu'il parlait avec mon entraîneur, puis je savais que mon entraîneur, il se disait, qu'est-ce qu'elle fait? C'était pas prévu, elle va casser, qu'elle a peur que je casse. Puis à un moment donné, je me rappelle avoir dit à mon chum pour lui montrer à quel point j'étais comme bien. Et le gars devant moi, il avait des mini-shorts, OK? Puis... il est venu pour prendre un genre de gel sur le côté, puis sa camisole a levé, puis ses shorts étaient baissés, puis je voyais la moitié de sa craque de fesses. Oh mon Dieu. J'ai dit ça à mon chum, juste pour lui montrer que comme il y avait beaucoup de plaisir, puis comme ça, toutes ces affaires-là, c'est une anecdote vraiment drôle, mais comme juste vraiment pour que lui transmette le message que j'étais vraiment confortable, puis que ça allait bien. Là. Est-ce que quand tu sentais justement ce doute-là de la part de ton entraîneur /coach, ça t'a mis en doute
encore plus ou t'étais comme non, là, écoutez-moi, là, ça va, je sais ce que je fais, là? Ben, j'ai jamais eu le message de mon chum, mettons que mon coach était comme qu'est-ce qu'elle fait. Mais je le savais dans ma tête que j'étais plus vite que ce qu'on avait prévu. Mais en même temps, c'était mon 10e marathon, puis je me disais, je le sais, c'est quoi courir un marathon. Je le sais, je suis censée me sentir comment ou si je vais avoir une bonne course. Puis je m'étais promis aussi de ralentir si à un certain point, ça filait plus dur que prévu. Là. OK. Donc, ouais, à partir de 30, ça a été plus difficile. Puis mon chum a commencé à me parler aussi à ce moment-là. Puis lui, sur l'application de l'événement, ben, il y avait les temps prévus de fin. Puis je pense que c'est à partir de 35 km, l'ancien record du Québec était à 2,29,32 secondes. Puis à un certain moment, il m'a dit 2,29,40 secondes. Puis c'est mon entraîneur qui avait dit à mon copain, si tu vois qu'elle est encore bien, commence à lui parler du record. Faut qu'elle aille chercher ça, si elle est capable. Fait que là, quand il m'a dit 2,29,40, j'étais dans une énorme souffrance déjà. Puis je me disais, comment je vais réussir à aller couper 8 secondes. T'étais à 35 kilos, là? Ouais. Puis retrancher 10 secondes, ça veut dire, sur ce nombre de kilos restants-là, c'est une seconde par kilo, c'est quoi? Ouais, mettons. Environ? Ouais, mettons qu'il restait 7 km, puis j'avais 8 secondes. My God, je suis genre comptable ou quoi, là? je me surprends moi-même. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait des bons calculs. OK, continue. Fait que là, pour vrai, honnêtement, j'étais comme, je peux pas voir que je suis aussi proche du record, mais que je pourrais le manquer juste parce qu'en ce moment, je sens pas que je suis capable d'accélérer, là. Puis là, un peu plus loin, il m'a dit 2,29,35. Je suis OK, ça marche. Je continue à accélérer, mais j'ai dit encore là, je le vois pas comment je vais être capable. À 40 kilos, il m'a dit 2,29,18. Wow. Là, j'étais comme OK, je suis en dessous et il reste 2 km. Puis c'est fou. On courait les rues, là, t'avais toute la rue de large, là, tout le long du parcours. Puis pour les 2 derniers kilomètres, la foule se resserre, là, et l'ambiance est incroyable. Là, je me suis dit, profite de ça. Puis j'ai dit, je me rappelle, là, je devais courir par en arrière parce que j'avais trop mal, genre. J'ai genre des larmes, là, je suis comme, oh my God, continue, c'est trop beau, wow. Puis je me rappelle le dernier kilo, à comme peut-être 800 mètres de la fin, il y a genre une petite descente parce qu'on finit à Valence, il y a comme l'emblème de la ville qui est le musée des sciences. Puis on finit, il y a de l'eau, puis ils mettent un genre de tapis sur l'eau, puis tu finis sur ce tapis-là. C'est incroyable. L'arrivée, c'est la plus belle arrivée que j'ai vue de marathon, là. Puis on descend, puis mon chum m'avait dit à ce moment-là, tu vas, genre, profite de cette descente-là pour comme... Lui, il me dit sprinter, mais je veux dire, sprinter à la fin d'un marathon. Sprint depuis 42 kilos. Fait que là, j'ai même pas été capable. J'avais tellement musculairement mal aux jambes que je me suis dit, si j'accélère, je vais tomber en pleine face. Aïe, aïe, aïe. Mais je peux même pas imaginer. Genre, puis là, tu poussais, là. Ouais. J'ai fini. Mon dernier kilomètre était à 3,22. Wow. Fait que j'étais quand même capable de. Honnêtement, c'est vraiment mon mental qui m'a poussée parce que physiquement, j'avais vraiment mal, là, mais je continuais à me faire confiance puis à me dire que je l'avais fait en entraînement puis j'étais capable de finir fort, là. Ton cardio à ce pace-là, genre, ça ressemble à quoi? J'ai pas tant dérivé en plus. J'ai été majoritairement en zone 3. OK. Puis j'ai dévié en zone 4, mais j'ai jamais touché à la zone 5. Je pense que c'est musculairement que ça m'a limité. Est-ce que ça veut dire que, mettons, tu te dis, si je veux continuer de m'améliorer en marathon, ça va se travailler en muscu? C'est ce que j'ai dit à Charles Casson. J'ai dit pour renforcer mes quads. OK. Puis plus Nice. d'endurance. Puis, tu sais, je pense que ça va être à redévelopper parce que je veux pas avec l'arrêt, de la fracture, de stress, puis de la pause que j'avais fait. Ben, c'est sûr que j'ai perdu un peu d'endurance que j'avais acquis avant ça. Mais j'ai espoir que ça va se retrouver. Wow. Puis là, t'arrives à la ligne d'arrivée, puis, tu sais, il y avait des femmes déjà d'arrivée Oui. parce qu'on est à Valence. C'est ça. Oui, J'étais la combienième femme? 23e. Sur combien? Genre 3 milliards. Ouais, il y en avait beaucoup. OK. Puis comment tu t'es sentie à la ligne d'arrivée? Est-ce que ben là, dans le fond, tu savais là, que tu l'avais le record du Québec Ouais. là, quand t'es arrivée. Ouais. Comme tu dis que t'étais la femme la plus rapide au Québec. Ouais. C'était comment? Honnêtement, j'avais juste tellement mal que j'ai traversé la ligne d'arrivée, j'ai dit « Thank God, it's done ». Genre, Ah ouais. j'avais même pas pensé au record. Tu sais, ça m'a pris pas long avant de dire « OK, j'ai fait le record », mais la première pensée, c'est comme « Ah, c'est fini, cette souffrance, ça fait 10 km que je l'endure. » Wow.
Donc, ça a été ça, ce qui est drôle. Puis après, j'ai comme commencé à réaliser. J'ai vu Malendi Elmore, qui est comme l'autre Canadienne, une des tops, en fait, qui était là aussi, qui avait couru 4 minutes, je pense, plus vite que moi. Puis elle est venue me voir. Puis là, elle avait trouvé ça dur avec la chaleur. Elle a dit « Ah, c'est hot que tu aies fait ça avec la chaleur. » Je dis « Ah, j'ai pas senti qu'il faisait si chaud. » Tu sais, quand t'as tellement une bonne journée que comme il y a pas d'éléments qui viennent te troubler, OK, parce mettons. qu'il faisait chaud en plus? Ben, ils ont sorti des statistiques après coup que ça aurait été la journée la plus chaude dans les 10 dernières années à Valence. Ah, ouais. Fait que genre combien? À la fin, il faisait 23 quand moi j'ai terminé. Là. Fait qu'imagine les autres, les coureurs qui terminent plus après moi, dans le fond. Là, ça a été une très chaude journée quand même pour un marathon de décembre. Là. La nutrition est bien rentrée? Ben, la nutrition, je pense que... Parce que j'ai la maladie de Crohn. Ah ouais. Puis je pense que pendant l'automne, j'étais un peu plus irritée au niveau intestin. Tout l'automne, j'ai eu de la difficulté à avoir une bonne nutrition comparée au marathon que j'avais fait au printemps puis le build-up que j'avais eu. J'ai parlé beaucoup avec ma nutritionniste puis tout. Puis à la fin, j'ai étalé au minimum. J'ai pris un gel au départ puis 3 pendant. Wow. C'est rien, honnêtement, là. Donc, je pense que c'est comme 30 grammes à l'heure. Est-ce que tu t'étais entraînée pour être capable de soutenir aussi peu? Ben, c'est qu'à l'entraînement, j'étais pas capable de prendre tant plus que ça. Fait que je me suis dit... Puis j'ai fait l'erreur par le passé d'essayer quand même en compétition de prendre plus que ce que j'avais pratiqué. Puis ça a toujours été un échec. Je m'étais dit, là, c'est pas ça qui va me nuire aujourd'hui. Puis au final, ma nutritionniste, après coup, elle m'a dit, ben, Elissa, t'as pas manqué d'énergie, là. Ouais, tu l'as eu. Ouais. Fait que c'est bon de pratiquer. Puis, tu sais, au printemps, mes gels passaient super bien, là. Moi, je suis avec Brix, puis ça fait plusieurs années que je travaille avec eux. J'adore le produit. C'est des produits du Québec naturels. Puis, ça a toujours bien passé. Je pense que c'était vraiment plus que au niveau digestif, j'avais quelque chose cet automne parce que même là, j'ai recommencé l'entraînement puis ça se passe super bien. Là. Est-ce que tu penses qu'on s'entraîne... Là, ça n'a vraiment pas rapport avec ce qu'on... Je suis juste curieuse d'avoir ton opinion, OK? Est-ce que tu penses qu'on s'entraîne à prendre trop de glucides à l'heure? Est-ce que tu penses que c'est trop? Ou toi, ta mentalité, c'est juste que physiquement, si t'en prends plus, ça te nuit plus que... C'est plus propre à toi, mettons. Mais je pense qu'il y a une manière... Puis en fait, pas je pense. Il y a une manière de calculer ta dépense de glucides à l'heure, à l'effort. Je pense que pour ceux qui sont un petit peu plus sérieux par rapport à ça, mais ça serait intéressant d'avoir cette donnée-là parce que je pense qu'on essaie de prendre des fois beaucoup de glucides à l'heure qui... Au final, le but, c'est juste de pas que tes réserves tombent à zéro. Tout à fait. Donc, puis moi, j'avais réussi à faire un bon carb load avant. Donc, c'est sûr que je pense que j'étais pas mal à 100% ou pas loin quand j'ai pris le départ. Puis, tu sais, j'ai la chance, l'avantage de courir en 2h30. Fait que, tu sais, c'est pas si long que ça non plus. Comme, tu sais, mettons, tu prends quelqu'un 3h30, 4h, ben c'est sûr que, veux pas, ça prend plus de glucides aussi, vu que la durée de l'épreuve est plus longue. Donc, je pense que c'est de trouver une balance. Je pense que c'est important d'en prendre, mais si ça passe pas, pas paniquer. C'est ça. Ouais, c'est contradictoire un peu là, comme sujet dans le sens que trop d'athlètes se sous-alimentent. Ouais. Puis en même temps, on n'est pas en train de recommander de courir à jeun chez les femmes, surtout pas. Là. Non. Mais c'est juste que des fois, au contraire, on se met à stresser, à ne pas être alimenté suffisamment, à pas avoir pris assez de carbs, au détriment de comment on se sent réellement. Ouais. D'où l'importance de se connaître un petit peu plus. Ça, puis c'est intéressant aussi parce que un des points que j'avais discuté avec ma nutritionniste cet automne, quand je voyais que les glucides passaient moins bien que, mettons, qu'au printemps, c'était le fait que quand au quotidien, tu commences à manquer de glucides dans ton alimentation, des fois, ça se répercute sur ta tolérance aux glucides à l'entraînement. Donc, tu sais, elle m'avait challengé à savoir si je mangeais encore suffisamment assez. Puis moi, j'avais eu cette réflexion-là aussi parce que... Puis tu sais, là, on peut sauter dans le sujet si tu veux, mais... Tu sais, mon corps a beaucoup changé dans la dernière année. Au début, quand j'ai commencé mon plan alimentaire, il y a un peu plus qu'1 an maintenant, mais c'est sûr que la quantité de nourriture qu'on m'avait
recommandé était plus élevé que ce que j'étais habituée. Puis c'est ce que je voulais, en fait, de connaître ce qui était nécessaire pour ma charge d'entraînement. Mais c'est sûr que ton corps, quand ça fait des années, dans mon cas, que je le restreignais, mettons, de mon bord, pour moi, c'était pas voulu. Ouais, c'est ça. Ça reste que là, je lui donnais assez de nourriture, de calories, mais lui, il est un peu traumatisé, puis il se dit, bon, ben là, elle m'en donne assez, fait que je vais faire des réserves pour être sûre que j'en ai si jamais elle vient à me restreindre encore. Fait que j'ai pris du poids. Au début de l'année, j'étais, mettons, plus lourde que ce que j'ai été dans les dernières années. On peut compter 7-8 ans. C'était challengeant au début de voir le corps qui se transforme parce que c'est aussi... Je trouve ça dommage que la société, tu sais, les images qu'on envoie des athlètes qui performent, c'est pas vraiment des athlètes qui sont plus, mettons, comment dire, un petit peu plus de poids et tout, on en voit moins. Fait que tu te dis, hey, je veux-tu être capable de performer comme je veux quand même, mais comme je t'ai dit au début, mon bonheur vient surtout d'être capable au quotidien de faire mes entraînements, puis j'étais capable de le faire, puis j'avais beaucoup d'énergie. Fait que j'essayais de mettre ma confiance sur le plan alimentaire qu'on me donnait, je voulais pas me reblesser non plus. Donc, je me disais, bon, ben, je vais l'essayer, puis voyons comment ça se passe. Puis, en effet, j'ai bien performé en mars sur un demi-marathon avec plusieurs livres de plus que ce que j'avais fait quand j'avais fait mon PB. Fait que, tu sais, je me disais, ça fonctionne, puis je pense que c'est un bon exemple que t'as pas besoin d'être vraiment affûté. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, au début, c'est ça. Puis là, après... J'ai commencé mon traitement en hormonothérapie avec la clinique Elive. Puis ça aussi, ça a été quelque chose de plus qui a rajouté à mon changement corporel parce que au début de mon traitement, quand on avait fait les prises de sang puis que j'avais reçu mes résultats, mon taux d'hormones était équivalent à une femme ménopausée. Là. C'était presque nul, en fait. Puis c'est vraiment... J'étais loin des données ou des chiffres que je devrais avoir pour une femme de mon âge. Donc, quand j'ai commencé à prendre la supplémentation d'hormones, ça aussi, ça vient jouer sur ton poids corporel. Ah ouais, je savais pas. Ben, je pense un peu dans le sens que... Puis moi, ce que je voyais beaucoup, là, honnêtement, ça me fascinait un peu aussi à quel point le corps de la femme peut changer aussi facilement. Mais je voyais, mettons, les quelques jours avant que je tombe dans ma semaine... Je faisais beaucoup de rétention d'eau. Fait que là, on dirait que je le voyais vraiment à l'œil, dans le miroir. Je voyais que comme j'étais moins, mettons, justement affûtée et tout. Fait que tout le printemps, tu sais, je voyais toutes ces fluctuations-là avec le cycle. Mais j'avais pas encore de saignement. Mais je pouvais voir qu'il y avait quelque chose qui se passait puis que j'avais des changements au niveau de mon humeur puis des trucs que je connaissais pas par le passé. Ouais. Fait que je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis, cet automne, dans le fond... j'avais reperdu un peu de poids. Peut-être un genre de 5 livres par rapport au début de l'année. Puis c'est ça qui m'a... Ça a commencé à m'inquiéter. J'en parlais à mon chum, puis je disais, tu sais, j'entame des grosses semaines d'entraînement sans que ça soit obsessif ni vu négativement. J'aimerais ça que tu m'aides juste à me rappeler de comme manger suffisamment. Mon but, c'est pas de manger pas assez, mais je voulais juste qu'il soit là puis qu'il m'aide puis qu'on soit deux là-dedans parce que je voyais que j'avais perdu un peu de poids. Mais au final, je pense que c'est juste le corps encore là qui se réadapte, qui maintenant me faisait confiance que j'allais lui donner assez de calories puis qui disait, OK, bon, ben, tu sais, on s'est adapté à la charge d'entraînement puis un peu la balance puis le poids un peu santé que j'ai maintenant, ben tu sais, c'est comme transformé. C'est ton équilibre au final qui revient. Ça t'a pris combien de temps, tu penses, à ton corps, si on le voit comme un genre de third party là-dedans, ça lui a pris combien de temps s'adapter, tu trouves? Ben ça s'est fait en 2 étapes, mettons, ben au moins 2 étapes en fait. Je dirais... Bon, j'ai commencé mon plan alimentaire en décembre 2024. Puis l'hormonothérapie, je l'ai commencé en février 2025. Fait qu'au début de décembre, dans le fond, j'ai eu mes premiers segments menstruels en mai 2025. OK. Fait que je dirais qu'il y a eu tout le printemps 2025 que là, j'avais des hormones, j'avais un nouveau plan alimentaire, je préparais un marathon, mais j'avais pas encore de cycle menstruel officiel. Là, en mai, j'ai commencé à avoir un cycle, puis je l'ai pas perdu depuis. T'sais, une fois qu'il est arrivé, ça l'a joué entre, mettons, 21 jours à
45 jours. Puis tu voyais que c'était encore un peu... c'était pas très stable comme cycle, mais au moins, tu sais, ce qu'ils disent, en fait, là, c'est que si tu as des menstruations à l'intérieur de 3 mois, ça reste normal, entre guillemets. Mais si ça prend plus de 3 mois avant que tu aies des saignements, mettons, que ton cycle est plus de 3 mois, c'est là que ça devient problématique. Fait que ça a resté, tu sais, 45 jours, c'est quoi? C'est 1 mois et demi, mettons. Fait que, tu sais, ça restait comme assez normal. Puis, tu sais, c'était nouveau pour moi aussi, tous les suppléments d'hormones. Donc, je dirais... Il y a eu d'abord l'adaptation avec mon plan alimentaire, que mon corps, bon, je donnais plus de calories, fait que le poids a augmenté, de m'adapter aux hormones. Puis je dirais, en août, septembre, mon corps, j'ai senti qu'il me fait plus confiance, puis qu'il dit, OK, elle me donne assez de calories, elle a un cycle menstruel qui est normal. Mon poids s'est stabilisé, puis il variait moins, où j'étais plus... comment dire, une shade d'athlète, mais en santé, mettons, si je peux dire. Ben, c'est bien dit, là. Honnêtement, ça peut pas être mieux dit, je pense. Parce qu'effectivement, on valorise beaucoup les athlètes lean. Oui. Vraiment beaucoup. Surtout les hommes comme les femmes, mais les femmes, on n'est peut-être pas faites pour être à ce niveau de lean-là. Non. Puis, ça a des impacts sur notre corps, ben, notre santé, comme sur nos organes vitaux, là, au final. Et donc, notre cycle menstruel, notre longévité, notre santé à long terme, j'imagine notre brain health aussi. Oui. Est-ce que des fois, dans le... Puis là, je vais inviter tout le monde à écouter vraiment le premier épisode qu'on a fait ensemble. Oui. Parce qu'on est vraiment allé au travers de... Ça avait été quoi l'impact de la fracture de stress, le diagnostic du RED, on parle des changements que tu as implantés dans ton alimentation, on parle de l'hormonothérapie, on parle du suivi avec la clinique Elive. Mais reste qu'à ce moment-là, tu t'habituais à ton cycle menstruel qui venait un peu dicter tes entraînements, puis qui avait un impact sur ton niveau de performance, puis tu avais un doute aussi sur à quel point tu allais être capable de continuer de performer, puis à quel niveau. Puis là, ben, tu as le marathon de Valence qui vient de confirmer que non, là, tu es une athlète en santé au final. Exact. Mais quand, justement, tu recevais ton plan alimentaire, puis tu voyais ton corps fluctuer, comment tu faisais, puis peut-être que tu n'as pas été capable de le faire tout le long, là, mais comment tu faisais pour pas que ton mental vienne affecter tes décisions, les peurs que tu avais de sortir de ce que on a comme idéal d'un corps d'athlète normal. Comment tu faisais pour te rassurer, bref, puis ne pas dévier de ton plan alimentaire? Ben, je pense qu'il y a 2 portions, mettons, à la réponse. La première, c'est qu'avant d'avoir ma fracture de stress, j'avais jamais vraiment vécu de blessures qui m'ont arrêté de courir. Donc, je pense que j'ai un corps qui est capable de soutenir une charge d'entraînement assez élevée. Là. J'avais fait des semaines à 195 km. Puis, tu sais, j'avais fait des grosses affaires quand même pour une femme, des grosses semaines d'entraînement. Puis, mon corps soutenait cette charge-là. Donc, je me disais, moi, mon moyen de protection, puis ça a évolué aussi, mais au début, on dirait que je me protégeais de pas me blesser en me disant, ben si je suis mon plan alimentaire, la défaillance de pourquoi j'ai eu ma fracture de stress, c'est que je donnais pas assez de calories à mon corps. Fait que si je lui en donne assez, ben en principe, je devrais pas me blesser. Je comprends. C'était un peu mon mode. Puis c'est pas 100% sain non plus parce que, je veux dire, comment dire, ça peut pas relever juste d'un plan alimentaire. Puis au début, j'étais tellement stricte sur le suivre que c'était quasiment, pas malsain, mais c'était... je pourrais dire obsessif ou demandant mentalement beaucoup, au point qu'une fois que j'ai fait mon premier marathon au printemps de retour, quand j'ai eu mon off de quelques jours après le marathon, j'ai tout relâché. J'ai dit, je suis tannée, là, je cours pas, j'ai pas besoin de suivre un plan alimentaire. Puis ça a été le travail avec ma nutritionniste de dire, bon, ben sans suivre un plan très strictement, c'est quoi les grandes lignes, puis qu'est-ce qui est important là-dedans. Puis, mais j'ai toujours vu ça comme mon moyen de me protéger, de me reblesser. C'est sûr que je suis pas infaillible, puis il va y avoir des blessures qui vont revenir, c'est sûr, mais je pense que le gros point pour moi, c'est de m'alimenter assez avec l'échange d'entraînement que je veux donner à mon corps. Là.
Ouais, c'est vraiment... c'est bon ce que tu dis. Tu sais, il y a des gens, par contre, qui n'ont pas encore la fracture de stress, Ouais. qui ne l'ont pas encore, puis qui sont dans une situation d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Puis aussi au niveau densité osseuse qui est affectée. Toi, ton écart type, tu te rappelles-tu, c'était quoi? Mettons. Ouais, c'est parce qu'on l'avait fait sur 2 régions. J'avais ma hanche, puis j'avais le bas de mon dos, je crois. Oui. Puis je me rappelle plus lequel des 2 était correct et l'autre non. D'après moi, ma hanche. Le dos qui était pas correct, la hanche correcte normalement. Ça, OK. Ben, c'est parce que j'ai fait le même test. Ouais. Mais à moins que je me trompe, là, mais c'est qu'il y a une donnée que pour les coureurs, normalement, c'est pas affecté. Puis l'autre donnée qui est affectée chez les coureurs. Et donc, tu mesures la différence entre les deux, puis là, t'es capable de voir par rapport à la normale. Ouais. En tout cas. Ouais, je me rappelle pas assez, honnêtement. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je sais qu'il y avait une Il y avait une problématique. Ouais. OK. Ouais. Ils disent que c'est 1,5 par rapport à l'écart type. À partir de cette donnée-là, t'es vraiment plus à risque de vivre une fracture de stress. Fait que plus tu t'approches de ça... tu sais, moi, comme je l'ai fait, le test, puis j'étais à 0,2 au niveau des hanches, 1 au niveau du dos, à 1,5, fracture de stress. Donc, tu sais, on voit qu'il y a une tendance vers là, mais je suis pas encore une chance à ce niveau-là, mettons. Je comprends. Bref. Mais là, tu me dis les chiffres, je pense que j'ai 1,6 en tête. OK. Ça avait été fait 1 an après le diagnostic de ma fracture de stress. Fait qu'1 an plus tard, c'est encore... problématique. Puis tu avais déjà commencé ton plan alimentaire et tout, là? Je commençais là, à ce moment-là. OK. Ouais. Puis le plan alimentaire qui devient une obsession, c'est aussi stressant parce que ça crée une charge mentale additionnée à, tu sais, on veut bien performer dans le sport. Fait que là, on sait que pour bien performer dans le sport, il faut bien performer dans l'assiette. Ça devient vraiment stressant. Puis en même temps, si tu es stressé, tes niveaux de cortisol ton niveau de cortisol est élevé. Tu ne vas pas plus faire avoir ton cycle menstruel si tu es stressé dans l'assiette. Voilà. Bon, vous comprendrez que je le vis un petit peu présentement, cette situation-là. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de parler de la situation d'Elisa, pas la mienne, mais tout ce qu'elle vit présentement, je le vis par après. Puis si vous saviez à quel point ça me fait du bien d'entendre ces mots-là, puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes autour de moi qui sont aussi dans le processus ou qui débutent ce processus-là ou qui étaient dans le processus qui n'avaient pas encore tous les bons outils. Fait que c'est un peu pour ça qu'on voulait adresser le sujet, là. En tout cas, je sais plus où je voulais en venir avec ça. Mais comment tu faisais, en fait, pour lâcher prise sur cette obsession-là? Mais pas cette obsession, mais tu sais, ça reste un facteur stressant de plus qu'on n'a pas vraiment besoin. Oui. Bien, pendant 4-5 mois, l'obsession a été là, puis c'était au point de, tu sais, elle m'avait vraiment fait, OK, bon, ben pour différentes journées types, voici comment tu devrais séparer ta journée pour tes repas. C'était toujours 3 repas, 2 à 3 collations, tout dépendant du type de journée. Puis j'étais rendue que je savais par cœur, maintenant, mon plan, puis qu'est-ce que j'avais besoin. Mais ça m'a permis aussi de savoir qu'est-ce qui est assez, c'est quoi une portion de glucides selon mon plan alimentaire, c'est quoi une portion de protéines. Puis je savais que j'avais besoin pour chaque journée type. Donc, puis j'ai une bonne mémoire, je suis quelqu'un qui est visuel. Donc, une fois que ça, c'était ancré, c'était à mon avantage au moins de savoir un peu plus naturellement ce que j'avais besoin selon mes journées. Puis quand j'ai voulu faire, OK, bon, ben je veux pas être obsessive puis vraiment tout calculer, c'est quoi les grandes lignes à retenir de ce plan alimentaire-là? Puis de mon côté, c'était de m'assurer, en fait, d'avoir justement mes 3 repas par jour, 2 à 3 collations, parce que le problème par le passé, c'est que je mangeais quasiment pas de collation. Mais tu sais, 3 collations dans une journée, ça rajoute quand même plusieurs calories. Puis c'était aussi d'avoir des protéines au déjeuner suffisantes. Aussi, des fois, ça, c'est quand même un problème pour beaucoup de personnes de pas avoir assez de protéines dans ton déjeuner. Fait que ça fait que tu as comme un manque pour ta journée. Puis sinon, c'était d'avoir la collation directement après l'entraînement. Tu sais, c'était comme des grandes lignes à retenir, de comme s'assurer que ça, c'était accompli dans ma journée. Le reste, t'es pas à un grain de riz près d'accomplir ou non. Puis honnêtement, puis ça, j'essaie encore, c'est quand même un travail. Dans le doute, là, prends une coupe de bouchées de plus. Puis, tu sais, je veux dire, on peut pas vraiment trop manger. Puis, pas au nombre d'entraînements qu'on fait. Là, je veux dire,
ça prendrait tellement plus pour prendre du poids, puis ça prendrait tellement plus pour venir nuire à ton poids santé de coureuse ou je sais pas quoi. Dans le sens, tu sais, c'est de relativiser aussi que... Puis je pense que ça avait j'avais vu cette trend-là à Noël. Ça a sorti beaucoup que... Il y avait beaucoup de nutritionnistes qui voulaient passer le message que pendant le temps des fêtes, d'essayer de pas manger beaucoup de, je sais pas moi, de bûches ou whatever, ce que tu peux manger. Ils s'étaient mis à mettre les quantités, mettons, des proportions de bûches ou des proportions de tourtières pour prendre genre 1 livre. Là. Ça prenait des quantités énormes. Là. J'en ai vu passer peut-être 5-6 fois dans mon Instagram. Puis là, tu vois que c'est pas parce que tu manges trop une fois que ça va être problématique. Là. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que pour lâcher prise de mon côté, c'était de comprendre c'était quoi l'importance de mon plan alimentaire, puis aussi de commencer à me faire confiance sur ça, puis d'être plus intuitive, mais en gardant en tête, mettons, ce qui était nécessaire. Là. Quand tu as augmenté l'apport là, de façon importante, est-ce que tu avais l'impression de te gaver? Oui. Puis, est-ce que tu écoutais tes sentiments de satiété dans ce temps-là? Ou tu respectais le plan alimentaire malgré le fait que ça te rendait inconfortable? Bien, j'avais pas l'impression de me gaver, mais plus parce que vu que je n'étais pas habituée de manger des collations, c'est ce qui est arrivé, c'est que j'avais plus l'impression d'avoir vraiment faim avant de manger. Fait que des fois, j'arrivais à mon repas ou à ma collation, puis je suis comme, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger, mais je le faisais. On dirait que mon corps s'est comme habitué aussi, mais c'est pas nécessairement de manger beaucoup sur le coup, mais que tout le long de la journée, puis je pense justement Ben Boulanger en avait parlé dans un podcast, je l'avais entendu, c'est d'essayer que ton niveau de faim, de satiété et tout soit comme un long fleuve tranquille, au lieu d'avoir des pics, j'ai vraiment, vraiment faim, puis là, j'ai le goût de manger tout ce qu'il y a dans mon frigo, puis être complètement bourré parce que j'ai trop mangé, parce que j'avais vraiment faim. C'est plus de manger fréquemment, puis des portions plus petites, mettons. Fait que de mon côté, c'est que mes repas ressemblaient beaucoup à ce que je mangeais avant. Fait que j'avais pas l'impression de me gaver, mais c'est plus quand je mangeais des collations. Mais ça venait juste comme garder mon niveau de faim et de satiété assez linéaire, dans le fond. C'était quoi, mettons, des collations pour toi? Ou scellées, tu sais, je veux dire, j'imagine que tu les manges encore, là, ces collations? Ça peut être des craquelins avec du fromage, une morceau de pomme. Ça peut être des bartendes. Tu sais, dans le fond, le but de mon côté, c'est d'avoir un peu... à chaque collation, une portion de glucides, une portion de protéines, puis un fruit. Tout le temps ça. Matin, après-midi, puis en soirée. Ça aussi, ça a fait un grand changement d'avoir une collation juste avant de me coucher. Je me réveillais souvent. La nuit, hein, t'avais faim. Ouais. Mais ça, même si tu manges une collation avant de dormir, si t'as pas assez mangé tout le reste de la journée, ça va te rattraper quand même. Tout à fait. Mais au moins, ça te permet de rajouter aussi avant de te coucher. Là. Puis... aujourd'hui, as-tu de la misère à le suivre, ton plan? Ou est-ce que... En fait, non. Avant, est-ce que ça le fait en sorte que ça l'a réveillé, que t'as faim? T'as plus faim qu'avant? Ou pas nécessairement? Non. Non, okay. En fait, c'est comme si maintenant, je donnais assez, mais ça faisait pas que j'avais besoin de plus non plus. OK. Mais t'as moins l'impression de te gaver en ayant les mêmes apports que t'as conservés, mettons. Ouais, mais encore là, à ce jour, c'est rare que j'ai extrêmement faim quand je vais manger. OK, je comprends. Moi, tu vois, depuis que j'ai augmenté, on dirait que j'ai plus faim. Plus faim. Okay. Ouais. Je sens que mon corps, il en veut plus, puis il est content d'en avoir plus. OK. Mais tu sais, je sais pas... peut-être que je prends goût à manger des jupes, je sais pas. C'est peut-être juste ça, dans le fond. Mais non, mais tu sais, je vois vraiment quand même un changement. Puis au contraire, par exemple, de toi, c'est moins de protéines le matin. On m'a fait diminuer le nombre de protéines de façon générale pour augmenter les glucides. Parce que je mangeais trop de protéines, puis les protéines... Mais pas trop de protéines, mais... C'est comme si j'avais une alimentation qui était très axée, genre lean santé, mais il me manquait de glucides. Donc, c'est ça qu'on est allé chercher. Puis, évidemment, le intra-workout aussi qu'on essaie d'intégrer plus. Là. Mais reste que c'est un travail... Moi, ça fait 3 mois qu'on travaille là-dessus. Puis, tu sais, je suis encore en train de le faire. Puis, diminuer justement le caractère obsessif...
Là, tu sais, au début, comme mettre le plan alimentaire, c'est comme vraiment anxiogène. On dirait que c'est mon travail à temps plein, là, maintenant, respecter le plan alimentaire. Ouais. Là, ces temps-ci, j'essaie de un petit peu plus lâcher prise, puis y aller plus selon mes sensations, puis respecter les lignes directrices, mettons. Ouais. Mais c'est du travail, vraiment beaucoup. Puis même à un certain moment, c'est venu m'enlever ma motivation de m'entraîner. Parce que j'étais comme... C'est ben trop de travail, ça. Là. Genre, c'est beaucoup trop. C'est plus dur qu'un entraînement. C'est ça, genre... Puis j'étais rendue comme stressée de m'entraîner puis de pas m'alimenter assez. Puis là, oh mon Dieu! Puis en tout cas, mais là, tu sais, c'est pour ça que j'ai, depuis quelques semaines / un mois, vraiment relâché la pression par rapport à ça, faire de mon mieux. Puis je sais que, ben, tu sais, avec une histoire comme la tienne, ça m'inspire à continuer de travailler dans cette direction-là fort. Puis savoir que mon corps va être derrière moi. Ouais. Il va s'ajuster, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Puis je pense aussi, c'est d'écouter un peu. Tu sais, le corps est bien fait dans le sens que, au début, tu sais, par exemple, j'avais ma collation, puis là, une portion de glucides équivalait à X nombre de grammes de glucides, une portion de protéines à X nombre de grammes de protéines. Puis j'essayais précisément d'avoir cette portion-là précise en chiffres. Puis au final, je me disais, bon, j'ai envie de manger ça. Je sais qu'il y a des glucides, il y a des protéines, même si je suis 2 grammes en bas, 2 grammes en haut, on s'en fout. Là. Je veux dire, l'important, c'est de manger ma collation. Puis aussi, quand j'ai eu mon REDS, puis j'ai fait l'épisode de triathlon, là, que je me suis entraînée, ma coach me disait, essaie de pas avoir plus que 4 heures sans manger. Fait que c'est aussi ça le principe de la collation, parce que si tu dis je dîne à midi puis je soupe à 6 heures, ben c'est quand même long entre les deux. Fait que c'est pour ça que tu rajoutes une collation puis c'est mieux. Là. Donc, je pense que c'est d'écouter son corps, de voir ce que tu as envie de manger aussi. Là. OK. Ben, puis là, j'ai envie de te poser la question, tout ce que tu as envie, tout ce que tu as appris puis que tu as envie de partager aussi, parce que je t'ai posé des questions vraiment spécifiques, mais s'il y a des choses que tu as envie de communiquer aussi aux femmes et aux hommes qui nous écoutent, qui vivent quelque chose de similaire ou qui savent pas encore qu'ils vivent quelque chose de similaire. Ouais. On se dit toujours, ça m'arrivera pas à moi, là, c'est à l'autre que ça va arriver. Ouais. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une fracture de stress pour réaliser qu'on a du travail à faire à ce niveau-là. Je trouve la porte, en fait. Ben, la première chose qui me vient en tête, puis là, tu me le diras si on en avait déjà parlé dans le premier épisode parce que ça fait quand même longtemps, mais tu sais, pour les femmes, mettons, la variation dans le cycle menstruel, puis mettons, les premières semaines quand que c'est plus favorable pour l'entraînement, l'énergie, etc. On en a parlé un peu, mais... Ben, tu sais, de ce que je voudrais dire, c'est aussi de le voir un peu comme un super pouvoir ou de dire, bon, ben, il y a 2 semaines dans le mois où que là, moi, à la fin de l'été, quand j'avais commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait, j'avais hâte à ces 2 semaines-là parce que je me disais, hey, je sais que je vais être capable de rentrer des bons trainings puis je vais être fière. Puis les 2 autres semaines, ben, je me mettais plus de pression ou d'attente puis je me dis, hey, au pire, je réduirai mon pace ou, tu sais, je verrai comment mon corps réagit. Puis, tu sais, au final, avec mon entraîneur cet été, quand on faisait des entraînements de pistes plus courts, ça a été très challengeant. J'ai beaucoup d'entraînements qu'il a fallu qu'on revoie la séance en cours de séance parce que ça fonctionnait pas. Mais c'est pas parce que moi, je le voyais comme un échec. J'ai pas réussi mon entraînement, mais au final, en décembre, j'ai quand même très bien réussi mon marathon. Fait que je pense que c'est important. Le cœur ne sait pas à quelle pace tu cours, là. Fait que le but de la séance, si c'est, mettons, une perception d'effort de 8 sur 10, que tu cours à 3,15 ou à 3,25, ton cœur, il sait pas là, à quelle pace que t'es. Puis surtout pas d'aller se mettre dans une zone trop rouge trop souvent. Ça non plus, c'est pas mieux. Puis tu crées juste un surentraînement, un risque de blessure plus élevé, etc. Là. Fait que toi, t'as vraiment pu apprendre à connaître ton cycle menstruel, puis comment, ben, ton cycle hormonal, si on peut dire, puis bâtir ton entraînement autour, t'ajuster, puis ajuster tes attentes, surtout par rapport à tes entraînements en fonction. Là. C'est surtout mes attentes. Mon coach en soi, après coup, des fois, je faisais un entraînement, puis là, ça allait pas bien. Puis là, 2 jours après, je tombais dans ma semaine, j'écrivais à mon coach comme, bon, ben, je viens de tomber dans ma semaine, voilà pourquoi. Comme ça a pas bien été, là, 2 jours. Puis on dirait que je trouvais ça juste... On dirait que
ça me réconfortait, puis ça justifiait aussi, ça venait valider en fait que, OK, en effet, tu sais, je me suis mal sentie, ça n'a pas bien été, mais je suis une femme, ça arrive, puis j'ai fait du mieux que je pouvais cette journée-là, puis ça forge aussi une force, là. C'est fou à quel point on est fort, sérieux, de vivre ça. Tu sais, je veux dire, tu t'entraînes comme, ben, tu t'entraînes comme une athlète élite, tu donnes tout ce que tu as, puis en même temps, tu dois concilier avec ton cycle, des sensations qui diffèrent. Puis je pense que, tu sais, pour les coachs, ça doit vraiment être difficile aussi de pouvoir... C'est pas eux, j'imagine, qui vont adapter le plan d'entraînement en fonction, mais ils doivent s'assurer qu'en tant qu'athlète, tu te connaisses assez bien pour ajuster en fonction, puis pas te brûler, là, tu sais. Ouais. Ça dépend des entraîneurs. Puis, tu sais, de mon côté, moi, j'entraîne aussi. Puis, avant, tu sais, je savais pas c'était quoi être dans sa semaine, puis les impacts que ça avait. Maintenant, je le comprends. Fait que ça me permet, je considère, d'être une meilleure coach aussi, parce que quand j'ai une athlète qui me disait, je suis dans ma semaine, puis, tu sais, je comprenais pas vraiment qu'est-ce que ça faisait être plus fatiguée ou comme. Tu sais, maintenant, je peux vraiment dire, OK, ben, tu prends ça plus relax, fais pas ta séance d'intervalle si tu le sens pas. Cool. Puis, est-ce que ton rapport à la performance est différent depuis ce passage-là avec la fracture de stress, l'hormonothérapie, tout ça, ou ça n'a pas vraiment changé? Oui, ça a changé, en fait, parce que je réalise, en fait, que ça sert à rien de vouloir essayer de performer si tu donnes pas à ton corps ce qu'il a besoin, parce que ça finit toujours par te rattraper. Heureusement, pour certaines personnes comme moi, ça a pris plusieurs années. Heureusement, dans le sens que, tu sais, c'est plate si ça arrive aux 6 mois, mettons, là, mais tu sais, il y a des gens qui vont faire des années avec sous-alimentation, des trucs comme ça, puis ils continuent à performer. Je veux dire, tant mieux pour eux, parce qu'au moins, ils sont capables de performer, mais je pense que ça finit toujours par te rattraper. Puis au final, je trouve que je suis plus forte, autant mentalement, physiquement, puis ça m'a permis aussi de revoir un peu ce que je voulais, puis comment je voulais vivre mon quotidien à l'entraînement pour arriver à performer, puis d'être vraiment sincèrement heureuse aussi là-dedans, parce qu'à la fin, vu que j'avais pas assez, tu sais, je me sous-alimentais, ben mon humeur, mon énergie était à zéro, là. Donc c'est pas le fun, là. J'étais un robot, puis... Ouais. Ça t'a pris du temps à réaliser aussi, là, parce que genre ça, tu le disais pas avant. Non. Fait que ça veut dire que, tu sais, là, maintenant, tu le réalises, puis peut-être que dans 6 mois, je vais dire, ou 1 an et demi, je vais être genre, oh my God, j'avais vraiment une attitude de merde pendant toutes ces années. Mais je sais pas. Wow, OK. Puis, Elissa, OK, y a-t-il d'autres choses que tu as envie d'aborder par rapport à ça? Je pense pas. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Toutes les femmes qui nous écoutent, hommes qui ont des questions puis qui ont envie de dive deeper dans certains sujets, écrivez-nous en commentaire, écrivez-nous en message personnel, genre partagez ça sur les réseaux. C'est un message qui est vraiment fort, qu'on veut partager le plus possible. Un message sain, je pense. Mais là, c'est quoi qu'on te souhaite, Elissa? C'est quoi qui s'en vient pour toi pour la suite? Ma prochaine compétition va être en mars. C'est un demi-marathon. Il y a les championnats du monde de route de demi-marathon en septembre. L'objectif, ça serait de faire le 4e meilleur temps de l'année pour être sélectionné sur l'équipe. Donc, on est peut-être 7 à 8 Canadiennes à avoir le potentiel pour faire l'équipe. Donc, c'est pas chose faite, mais écoute, voyons ce que ça va donner. Puis sinon, je prépare le marathon d'Ottawa en mai. Cool. Fait que demi-marathon, un autre demi-marathon? Non, en principe. C'est le même. Ben, dans le fond, le demi-marathon que je fais en mars, c'est dans le but de faire un bon chrono pour me qualifier. Mais les championnats du monde de route sont en septembre. OK, cool. Wow. Fait que pendant un certain moment, tu vas t'entraîner vraiment sur les 2 distances en même temps. Ouais, dans le fond, mettons, pour Valence, on avait vraiment fait un focus marathon tout l'automne. Là, on fait une première partie du printemps-hiver jusqu'en mars. C'est vraiment focus demi-marathon. Fait que la préparation du marathon d'Ottawa va être plus courte, si je peux dire. Mais ça reste que préparer un demi-marathon, il y a beaucoup qui va être bénéfique pour le marathon aussi, là. Puis tu vas faire plus de muscu. Oui, pour les quads. C'est bon, ça. Hey,
Ben, merci, Elissa. On a hâte de te suivre dans ces prochaines courses, prochaines parties de parcours. Puis, c'est sûr qu'on va vouloir te revoir au balado pour parler du post-championnat. Merci. On le sait que tu vas y arriver. Merci. Merci, Elissa.